Bienvenue à la chronique du soir, la tribune réservée donc au décryptage des faits marquants de l'actualité nationale et internationale, puisque nous allons évoquer quelques sujets à l'international avec notre consultant politique Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication. On va commencer par le Bénin. Bien évidemment, notre pays, le Bénin, descente inopinée du président Patrice Talon sur les chantiers de construction d'infrastructures marchandes de Cotonou. Aujourd'hui, nous avons vu le chef de l'État Agapit Napoléon Baforican, une réponse à la marche des femmes, donc du mouvement des femmes béninoises pour la paix du samedi 31 octobre dernier. Je ne pense pas, puisque ce n'est pas la première fois que le chef d'État est sorti. De manière inopinée. Pourquoi aller dans les marchés? Il est allé plusieurs fois, déjà sur les baies lagunaires, il a constaté certains chantiers, il a fait la même chose. Le marché de Ganki n'était pas, ça n'était prévu dans son agenda. Il me semble, j'ai lu sur les réseaux, que c'est important, que c'est un peu vu l'état un peu du marché qu'il a dû s'arrêter de manière inopinée. C'est ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Peut-être que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne connais pas l'agenda présidentiel. Mais pourquoi répondrait-il à des femmes qui marchent pour la paix? Il n'y a pas de raison. Elles disent marcher pour la paix, mais tant mieux, elles ont marché. Pourquoi le chef d'État est au-dessus de tout ça? Il ne sait pas ça, il ne ferait pas ça. Donc, pour moi, sa sortie était sans doute prévue. Certains chantiers ont besoin d'être peut-être... il a besoin de temps en temps d'aller voir directement. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Cette année, il a déjà fait 3 ou 4 fois. Donc, à mon avis, c'est rien de particulier. En tout cas, il y a depuis sa sortie sur Jeune Afrique avec Jeune Afrique cette interview où il a parlé d'impopularité, en fait qu'il a bien voulu être impopulaire pour pouvoir conduire à bon port ses réformes. Il y a quand même une certaine polémique qui est née. Est-ce la descente du chef de l'État, est-ce un test pour sa cote de popularité? D'abord, ceux qui n'ont pas pu lire entre les lignes présidentielles dans Jeune Afrique, c'est eux qui ont voulu se saisir d'un mot et d'en faire ce qu'ils ont voulu. Parce que le chef d'État jamais, je pense que à ce stade de mandat, hein, que ce soit, peut-être il faut remonter à Mathieu Kérékou en 2005, hein, en 2000, hein, il faut remonter à Mathieu Kérékou en 2000 pour voir un président encore populaire après 4 ans de mandat. Et là encore, l'opposition PRD était vive à l'époque, puisque le PRD venait de quitter le gouvernement en 1998. Donc, alors, on n'a jamais vu, hein, comme je vous l'ai dit, après 4 ans d'exercice du pouvoir, et à la veille de l'élection présidentielle, un président encore autant populaire, aussi populaire que Patrice Talon. On ne peut pas, comme je l'ai dit. La popularité ne se mesure pas à 2 ou 3 déclarations d'opposants ou de personnes qui perdent des pédales. Non. Ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la vie des institutions. Quel est le mental des populations. Comment ça vit dans le pays, comment ça bouge. Et lorsque vous regardez, vous comprenez, même les médias proches de l'opposition, on manque d'éléments pour montrer comment le Parti travail est impopulaire. Ils n'en ont pas. Ils font appel à des gens qui sortent des théories totalement bizarres, ne se reposant sur aucune analyse, aucune science, aucune formule validée pour dire qu'il y a un problème. Donc, le chef d'État fait partie, je pense, dans l'histoire de notre pays, c'est encore un niveau de popularité rare, je peux dire, je ne vais pas dire exceptionnel, mais très rare. On peut aller remonter. Et comme je vous ai parlé de 2000 avec Mathieu Kérékou, là encore, il faudrait vraiment aller chercher. Donc, sa sortie est normale, vous l'avez vu, partout, c'est spontané. En 2019, on parlait de son impopularité après les législatives. Le 1er août 2019, on a oublié qu'il a pris un bain de foule. Les gens ne voulaient plus qu'il rentre dans sa voiture. Pour un chef d'État impopulaire, alors qu'on venait de finir les législatives où les gens ont mis le pays à feu et à sang. Où on a connu un 1er août, un 1er mai bizarre à Cotonou. Mais 3 mois après, sa popularité était encore vive. Les gens ont beaucoup oublié. Donc, pour moi, le chef d'État a fait des réformes qui ont fait mal. Mais ce qui a fait mal, les populations à la base ont vite compris que c'est un président réformateur. Les populations à la base ont compris qu'il y a sans doute eu des difficultés, mais les résultats suivent.
et l'exemple au sommet. Ben, la plupart des populations estiment aujourd'hui que c'est dur, c'est très dur. Il est lui-même conscient que c'est dur. Et il a toujours dit que ça va être dur pour pouvoir bénéficier des ressources. Il a dit, nous avons commencé. Aujourd'hui, les résultats ont commencé. Aujourd'hui, au niveau social, les populations ressentent. Il y a peut-être c'est un début. C'est un début. Donc, effectivement, c'est dur pour tout le monde. Mais là où les populations, elles, à la base, elles supportent, c'est les gâteux d'intellectuels mal paumés, que l'autre appellerait de tarés, de dépaysés. C'est à ces niveaux-là qu'il a des problèmes. Donc, du coup, si c'est eux, les populations, ah oui, d'accord. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus ils n'ont plus les prébendes. Ils n'ont plus les facilités d'antan. Ça ne se ramasse plus à la pelle. Donc, beaucoup de choses ont évolué. On ne peut pas dire que tout est encore parfait. Beaucoup de choses ont évolué. Et c'est ça qui fait dire cette équipe. Il y a des réformes osées. Ailleurs, lorsque les gens font du chantage pour ne pas aller aux élections, on évolue aujourd'hui. Et le regard que la communauté internationale porte sur le Bénin est loin d'être un regard négatif. Le regard que la population à la base porte sur le président Talon est loin d'être un regard impopulaire. Elles sont sérieuses, ces femmes aujourd'hui qui disaient Talon 10 ans, c'est de l'ironie ou c'est de la pure vérité? Oui, les dames, les bonnes dames de marché, comme les petits badauds, les gens les immigrants, c'est toujours spontané. C'est toujours spontané, c'est jamais manipulé. C'est toujours spontané. C'est toujours spontané. Donc, tous ceux qui le disent, ceux qui le disent parce qu'ils sont vraiment contents de ce qui se fait. Et ça, vous le verrez. Partout, le chef d'État sortira. Partout, allez voir. Suivez. Et moi, je mets les médias même proches de l'opposition. Je mets les personnalités proches de l'opposition. Je mets tous ceux qui sont dans le bashing, dans l'art de tout peindre en noir et non l'art de la relativité. On doit tout relativiser, je suis d'accord. Mais quand on est dans tout peindre en noir, ceux-là, je les mets au défi. Chaque fois quand le chef d'État sortira, il y a le noir. J'ai vu sur les réseaux sociaux un montage cabreux, des gens qui s'amusent à faire des montages. Tous ceux qui ont vu le chef d'État aujourd'hui ont entendu tout ce qui a été dit. Alors donc, aujourd'hui, il circule sur les réseaux sociaux un petit vidéo qui montre que les gens auraient eu le chef d'État. Ça, c'était tellement amusant. Et ça montre comment les gens sont dans le désespoir. Ça montre comment ils sont totalement dans le désespoir, perdus, parce qu'ils n'ont plus rien à tenir. Et je pense qu'il faudrait qu'ils se rendent à l'évidence que cette année, c'est perdu, c'est encore perdu pour eux, que cette fois-ci, c'est perdu pour eux, et qu'il faudrait peut-être qu'ils essayent de rallier. Je ne dis pas d'être taloniste. C'est-à-dire que vous proclamez déjà l'échec des gens. Mais ceux qui pensent que c'est fini, que l'autre est terminé, qu'il est populaire, que personne... Mais l'évidence est là, l'évidence est là. S'ils ne cherchent pas de fusil d'épaule, ils vont perdre. Parce que c'est évident que sur le terrain, et le fait d'aller fabriquer des vidéos, des images, mais ça montre comment les gens ils sont dans le désespoir. C'est un désarroi total. Lorsque vous en arrivez là, vous êtes perdu. C'est quand vous avez le dos au mur que vous imaginez ces choses-là, croyant que ça allait faire quelque chose dans les esprits, ça ne fait rien. Mais vous le faites que repousser vous donnez un confort qui n'existe pas. Vous n'êtes que l'artisan de votre propre destruction. Parce qu'au lieu de vous rendre à l'évidence, vous repoussez l'échéance. Mais l'échéance va être claire bientôt aux yeux de tout le monde. Et voilà, donc, comme je le dis, il y a donc à avoir leur drone et avoir leur caméra. Et ça, quand les suppléants sortent, filmer et regarder si c'est toujours. En tout cas, ce n'est pas passé inaperçu, Agapit Napoléon Mafori. Quand vous avez observé, nous n'étions pas habitués à ce style vestimentaire du chef de l'État. Est-ce un choix anodin? Écoutez, je ne suis pas spécialiste de l'esthétique ou bien de l'habillement ou bien de la voiture. Mais je trouvais que le chef d'État était un homme stylé. Je me rappelle au moment où il déposait sa candidature à la Sénat, que les gens sont venus juste voir comment il allait. Les gens, ils ont scruté jusqu'au pneu de son véhicule, jusqu'au père, jusqu'à la ceinture, alors jusqu'aux griffes de ses habits, donc de la chemise,
et de costume. Donc, c'est pour dire que le chef d'État, c'est un homme stylé, connu dans son sillage, connu par ceux qui l'approchaient, ceux qui l'approchent. Bon, donc, pour moi, voilà, je n'étais pas surpris. J'ai trouvé que c'était plaisant de regarder. Bon, enfin, c'était pas l'essentiel mais j'ai vu que les réseaux se sont rapidement emballés. Donc, mais ça veut dire que ça a plu. Voilà, ça a traduit quand même d'autres choses pour certains. C'est que Patrice Talon donne le top de la campagne pour son second mandat, où il se comporte en un commandant en chef. Il y a quand même beaucoup... Il demande en tenue militaire. Oui, mais bon, quand vous voyez une tenue de combat... Non, c'est pas tenue de combat. Bon, pour certains, c'est une tenue de combat. Et parce que, bon, ça, ça s'apparente à... Parce qu'il y avait quand même la ceinture aussi. Et les poches. Et voilà. Bien, comme un treillis, quoi. Voilà. Non, c'est sûr que les jeunes nous diront comment on appelle ça. Moi, on dirait... Mais c'est sûr que ce n'est pas un choix anodin. Ça, lorsque on appelait tenue d'été avant... C'est le tenue cadre sur le PAPB, c'est dans le tergal, façon manche longue, bien fait. Mais ici, il y a la ceinture, et puis il y a peut-être le design. Voilà. Bon, donc, enfin, on nous dira, comme je dis, je ne suis pas spécialiste de ce genre je ne suis pas du tout dans le stylisme. Donc, c'est sûr que d'ici demain, parce que bon, les mannequins déjà en tenue, ça circule déjà, même le prix en Europe est déjà connu. Tout à fait. Donc voilà, voilà, c'est bon. Je pense qu'il y a de quoi arracher des souris. Je trouve que ça aussi c'est intéressant. Parce que bon, dans la grisaille que c'était un temps de mettre dans le pays, j'étais heureux quand même. Et aussi la grisaille Covid, j'étais heureux de voir aussi que les gens sont attentifs aussi à tout ce qui est beau. Voilà. Tout à fait. De façon synthétique, qu'a prouvé Patrice Talon aujourd'hui à travers cette descente? Rien. Rien, il a un chef d'État qui est allé sur le terrain et qui peut-être peut au moins se consoler si lui-même était dans ce désarroi. Je n'ose pas le croire, mais si lui-même y était, il doit au moins se consoler toute une fois, encore une fois de plus, que le terrain est avec lui. Le terrain le soutient. Et je pense qu'il est de plus en plus compris dans le travail qui est fait. Comme je le dis, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore sans doute des imperfections. Il y a encore beaucoup de choses à corriger. Sans doute, sans doute. Mais je pense que les Béninois, les populations lambda, qui sont censées comprendre, ont compris. Et je pense que si son inspiration, si c'en est une, c'était une bonne inspiration. Puisque à 6 mois de la présidentielle, effectivement, être ovationné, être reçu un peu de la sorte, de manière spontanée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est historique, on peut le remarquer. Maintenant, après, il faut continuer le combat. Très bien. Nous allons sortir du Bénin. Alassane Dramane Ouattara, réélu à plus de 94% pour une participation à hauteur de 53%. En tout cas, ce sont les chiffres donc, de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Et déjà, avec la création du Conseil national de transition, les opposants qui ne reconnaissent bien évidemment pas le président réélu, qui estime que la Côte d'Ivoire existe sans président de la République actuellement et tout ça. Tout ce qui se passe actuellement à Agapit Napoléon Maforékan, avec justement la validation de la CEDEAO, nous y reviendrons bien évidemment. Ce qui se passe, est-ce que cela devrait nous inquiéter ou inquiéter les Ivoiriens? Rien ne doit inquiéter personne. Rien ne se passe en Côte d'Ivoire. Il se passe qu'il y a des, comme je dis, il y a des intellectuels gâteux qui continuent de croire que leur désir doit être la réalité. Donc la Côte d'Ivoire a un président, c'est Ouattara, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est connu, c'est proclamé par les instances ivoiriennes et ça va être ça. Donc alors qu'est-ce que vous attendez? C'est eux qui ne sont pas en train de reconnaître l'avis du jeu. Et l'arbitre a dit, c'est fini, le match est terminé, tel a gagné, donc tel a gagné. L'élégance quand même voudrait que, voilà, il y a quand même les résultats, 94%, je crois que... C'est un score stalinien, comme on le disait. Mais on peut le dire, ceux qui sont sortis sont ceux qui ont voté pour Ouattara. Voilà. Aussi simple que ça. Tout simplement. Oui, parce que c'est simple, le président a demandé que les gens ne sortent pas, le boycott. Ils ont mis tout en œuvre pour tout. Il y a des bureaux de vote saccagés. Voilà, donc toute la mise en scène de l'opposition pour montrer qu'il y a crise,
pour bloquer tout. Donc, le taux de participation n'est plus un élément déterminant. Alors, lorsque le choix même, on était autour de 30%, aujourd'hui on passe à 50%, que ce soit 30% ou 50%, officieux ou officiels, il est évident que ceux qui sont sortis sont le peuple, c'est le peuple ivoirien qui est sorti pour aller aux urnes. Et donc, l'élection, telle qu'il est retiré des urnes, on peut le comprendre ainsi. Hein, ceux qui sont sortis sont ceux qui soutiennent la candidature du président Ouattara. Et donc, voilà. Après, on peut demander au président Ouattara d'ouvrir un peu le jeu, d'essayer de créer des conditions favorables à la paix, mais pas d'aller dans le sens de jusqu'au boutisme, hein, de ceux-là qui ne veulent que ça fonctionne. Ça, cela caractérise l'opposition africaine. C'est une certaine opposition mal en point, incapable de s'entendre pour faire front, et après incapable d'accepter les résultats issus des urnes. Ça, c'est chronique sur tout dossier. Donc, du coup, Bédier, c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans un siège avec un tel élan jusqu'au boutiste. L'histoire de l'Ivoire était, on peut y faire appel, il y a 20 ans, qui a conduit au coup d'État de 2000. Donc, la Côte d'Ivoire ne va pas basculer dans la violence. Vous parlez de paix. De toute façon, le gouvernement annonce des poursuites judiciaires à l'encontre des membres du Conseil national de la transition. Cela ne favorise pas les choses. C'est tout. Enfin, c'est la justice ivoirienne, mais le Conseil est créé par quoi? Et reconnu par quelle structure? On ne peut pas laisser certains citoyens créer du désordre parce qu'ils ont accès aux médias internationaux, parce qu'ils ont des moyens, on ne peut pas. Il faut, comme je le dis, il faut que force reste à la loi. Quand c'est la règle du pays, chaque pays fait son cheminement. Chaque pays fait son évolution. Ce que nous souhaitons, qui ne souhaite pas du meilleur? Mais le meilleur parfois relève de l'idéal. Il faut se battre pour. Tous les autres pays qu'on voit, même aujourd'hui, les élections aux États-Unis, c'est pas évident. Que tout marche comme sur des roulettes. On a connu des élections. Al Gore et George Bush Jr. en 2000. On a connu près de 5 semaines de crise. Mais ils ont une confiance en leurs institutions. Il faut que l'Afrique n'est pas en mesure, si nos pays ne sont pas en mesure d'avoir confiance et les gens veulent gagner autour tout de suite d'aujourd'hui. C'est pas normal. Il peut y avoir des imperfections. Il peut y avoir sans doute des situations déplorables. Mais que les gens essayent de trouver des mécanismes cohérents pour pouvoir régler ces problèmes. En amont d'abord, avant qu'on en arrive en aval. C'est ça le défi à relever. Justement, vous parlez d'institutions et nous avons des instruments régionaux comme la CEDEAO par exemple. La CEDEAO qui reconnaît justement, qui valide en quelque sorte les élections. La CEDEAO, est-ce que ce n'est pas trop tôt quand même? Mais le contrôle reste surpris, Robert Henry. Qu'est-ce que la CEDEAO ne se substitue pas aux États? Je vous l'ai déjà dit une fois. La CEDEAO n'est pas un gendarme absolu de l'organisation politique interne de nos États. La CEDEAO est une organisation régionale de l'intégration économique, mais qui estime que pour parvenir à l'intégration économique, il faut créer des conditions politiques. Donc, des conditions de stabilité politique dans nos États, d'où les différents instruments dont ils sont dotés, hein, que ce soit à Dakar, d'abord à Lomé en 1999, Abuja, et les protocoles additionnels de Dakar de 2001. Lorsque vous les regardez, c'est pour régler les questions de paix et de sécurité dans nos États, et donc d'une certaine ingérence dans les affaires intérieures. Ce qui ne veut pas dire que les pays n'ont pas leur souveraineté. Chaque pays est libre de s'autodéterminer, d'avoir sa constitution, d'avoir son organisation et politique, d'avoir son architecture politique, et d'avoir ses échéances politiques, d'avoir ses dirigeants politiques, d'avoir son régime politique. Donc, un certain nombre de conditions qui sont mises. Lorsque vous regardez la Côte d'Ivoire, quel est le problème? Le troisième mandat. Le problème, c'est le troisième mandat. Mais dans beaucoup de pays, il y a 1000 mandats. Ça ne se pose pas. Ça ne se pose même pas. La question du troisième mandat, mais ça, c'est des trucs des intellectuels. La France ne l'a abrogé qu'en 2007. Lorsqu'elle a quitté le septennat, le mandat n'était pas limité. Alors donc, les intellectuels, là, il faut qu'on sache où nous allons. Le président Ouattara a fait 2 mandats. Entre-temps, la Constitution a changé. Son parti a désigné d'abord quelqu'un qui est décédé. À moins qu'on nous explique que c'est lui qui l'a abattu. Donc,
il a décédé. Le président estime que, dans l'état actuel, son parti estime que c'est lui. Mais les gens auraient dû se faire front pour le battre. Mais au lieu de faire du terrain, ils ont joué sur d'autres chantiers. Mais moi, je ne suis pas ivoirien, mais je suis ivoirien par l'africanité. Je suis de l'Afrique, de l'Ouest, je suis du Bénin, nous sommes de l'UEMOA, nous sommes de la CEDEAO, on doit regarder ce qui se passe. Et ils ne sont pas loin de notre position ici, sur des années, je ne sais pas si ça va aujourd'hui. Cette manière de se focaliser sur des détails, le troisième mandat, mais c'est le peuple qui décide. Pourquoi ils n'ont pas fait campagne pour que le peuple batte Ouattara, la région? Pourquoi ils n'ont pas fait? Donc, si ceux qui ont voté pour Ouattara, et je pense que la seule autorité aujourd'hui légitime en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Alors, je dis sur l'une, à moins qu'il veuille créer l'anarchie. Alors, je vais vous le redire, peut-être avant que vous ne posiez la question, ou que d'autres ne se le posent aujourd'hui. Les gens nous parlent de l'élection de Gbagbo en 2011 et en 2012, et de la manière dont il a quitté le pouvoir. S'il n'y avait pas la certification, Gbagbo aurait pu garder son pouvoir. C'est la certification. Et la certification, il a accepté. C'est un système exceptionnel, inédit. C'est le représentant des Nations Unies qui doit certifier les résultats. Et lui, il n'était pas dans la dynamique du tout Gbagbo. Ça fallait qu'il est clair. Donc, il faut analyser la géopolitique. Il faut analyser les enjeux. Il faut analyser les acteurs pour pouvoir opiner. Il ne faut pas opiner mécaniquement comme certains intellectuels et totalement désorienter le fond parce qu'on a créé telle structure, on est bardé de diplômes de ci ou de ça, et on fait avaler des couleurs à nos populations parce que jouant sur leur inculture et leur analphabétisme ou leur inculture politique ou intellectuelle. Non, je pense qu'il faudrait que quelques sachants puissent de temps en temps lever la voix pour dire non, arrêtons ça. La Côte d'Ivoire a ses problèmes sans doute. Ouattara n'aurait peut-être pas dû. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, son problème, c'est Bédi qui doit le régler? Je ne sais pas. Si Ouattara n'est pas qualifié, je ne sais pas si l'octogénaire Bédi est mieux qualifié pour régler le problème de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Donc c'est un problème globalement entier. Donc j'espère que les Ivoiriens trouveront le mécanisme pour le régler. Ils sont habitués, ils vont le trouver, sans doute. Chaque pays a ses difficultés, chaque pays a ses problèmes. C'est dans l'intelligentsia et la sagesse. Donc cette intelligentsia dont cette fils de gauche, c'est de ça qu'on doit aller rechercher les clés de la solution. Mais quand j'entends certains qui sont dans l'escalade ici et là, ce n'est pas ça la démocratie. Donc, mandat unique, deux mandats, 6 mandats, 10 mandats, ça, il appartient à chaque peuple. Bon, de toute façon, le Bénin a réglé ce problème. Voilà, oui, mais nous sommes dans un environnement où c'est sud-africain. Il faudrait que, lorsque nous opinons, il faudrait que nous sachions de quoi nous parlons et que nous sachions qu'en la matière, c'est plus complexe. Et que l'opposition africaine, vous savez encore, au Cameroun, je me rappelle, en début de 2010, en début de 1990, lorsque la démocratie a commencé, et on devait tout faire pour faire partie Biya. Pourquoi Biya encore là? Le scrutin, c'est à un tour. Il est incapable de s'entendre pour aller aux élections à un tour. Et le monsieur gagne. Et on va dire que c'est un dictateur, c'est un despote. Mais c'est-à-dire que l'opposition doit se poser les bonnes questions pour savoir pourquoi ça lui arrive. La division au niveau de l'opposition africaine, très souvent, c'est du fait du pouvoir en place. Donc c'est Ouattara qui a demandé... Non, bon, voilà. Je parle très bien. Donc s'ils sont aussi infantilisables, et ils sont aussi instrumentalisables, alors ils ne sont pas dignes d'être représentés, de prendre le pouvoir. On va faire très rapidement un lien avec le Bénin qui accueille Cotonou, qui accueille bien évidemment cette rencontre donc des parlementaires de la CEDEAO. On pourrait dire cette réunion délocalisée compte tenu de la situation au Nigeria par exemple. En tout cas, le président donc de ce parlement... Rien que venir au Bénin. Rien que venir au Bénin. Tenir cette réunion au Bénin. Alors que ça aurait pu se faire à Abuja, montre déjà quelle est aujourd'hui l'image du Bénin. J'en parlais tout à l'heure, montre déjà le regard
que l'extérieur, a sur le Bénin. L'image que le Bénin présente aujourd'hui au niveau international, malgré tout ce que les gens ont envie. Et justement, je voulais vous faire cette question, puisque le premier responsable donc, de ce Parlement donne un peu les raisons de cette délocalisation. Il estime que le Bénin est un exemple de démocratie. Le Bénin est un pays stable et que c'est ce qui justifie justement la délocalisation. Alors qu'il y a quelques temps, le Bénin quand même a été éjecté par l'office, suspendu, j'allais dire, par l'office français donc de la protection des réfugiés apatrides, parce que justement nous avons quelques problèmes. On entend beaucoup de choses quand même. C'est une confusion. Il ne faut pas donner dans la confusion. D'abord, la direction de l'OFPRA, elle est française, donc c'est un organe français. Donc, il ne faut pas qu'on perde trop de temps là-dessus. Puis au même moment, j'ai pu entendre un intellectuel, un chercheur dire qu'au même moment, l'Organisation des Nations Unies pour la protection des réfugiés estime que le Bénin, l'UNHCR, oui, le HCR estime que le Bénin est un pays en mesure d'accueillir des réfugiés. Donc du coup, oui, on ne va pas perdre du temps sur ces histoires ou certaines humeurs ou des manières d'analyser ou des proximités entre certains responsables et d'autres font prendre certaines décisions parfois actives. On ne va pas rentrer dans ça, chacun souverain. Cela dit, on n'a pas besoin même que le chef du Parlement et de la CEDEAO le dise pour qu'on le sache. Le fait même de venir tenir la réunion au Bénin montre que nous ne sommes pas un pays compliqué, que nous sommes un pays stable. Regardez même au niveau Covid. Regardez même déjà au pays au niveau Covid, c'est fluide de circuler. C'est sain de circuler, c'est sain d'entrer et de sortir du Bénin. Et c'est déjà ça, la maîtrise déjà de cette pandémie. Au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau économique, le Bénin est stable. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Que les gens le disent, qu'ils ne le disent pas. Qu'ils déclassent, qu'ils classent. C'est exactement ça, aujourd'hui. Et je pense que des Béninois, sur plusieurs fois, travaillent pour cela, dans leur lieu de travail. Comme nous le faisons ici, comme d'autres le font ailleurs. Comme au sommet de l'État, le chef d'État le fait avec le gouvernement. Beaucoup le font, et c'est ça qui donne ces résultats-là. Donc, si vous n'en êtes pas fier, c'est votre problème. Moi, j'en suis fier. On ne parle pas de la fierté. J'en tire une fierté, étant béninois, parce que j'estime que nous travaillons pour ça. Et donc, ceux qui travaillent à toucher à cette image, ceux qui travaillent à montrer, parce que leur intérêt, leur ego est en jeu, et ils font feu de tout bois pour donner une autre image. Ceux-là, on doit les dénoncer. Loyalement, normalement, avec respect sans doute, mais on doit le faire parce que la vérité est là. Donc, les dénoncer, ce n'est pas les injurier, c'est de montrer le beau visage qu'offre notre pays aujourd'hui. Nous sommes un... Alors, vous parlez tout à l'heure du troisième mandat. Nous, on est un pays qui a tenté de promouvoir un mandat unique et les gens disent non. Et après, ils dénoncent le troisième mandat ailleurs. Donc, il y a quelque chose qui va mal. Non, c'est pas le même on est un pays où on demande au chef d'État, on supplie le chef d'État pour qu'il prenne des mesures exceptionnelles, des ordonnances. Alors qu'ailleurs, c'est des gens qui font la manipulation des tests. On est un pays où on ne touche pas la Constitution, le code électoral date depuis un an, et les élections ont lieu dans 6 mois. On est un pays aujourd'hui où il n'y a plus besoin. Donc, ceux qui ont des mauvaises habitudes, qui leur permettaient d'avancer dans le pays. Je pense qu'il faut qu'ils tiennent compte de tous ces éléments-là pour pouvoir se projeter dans le Bénin a changé, le Bénin change, il faudrait qu'il sait, et aussi vous l'avez pour le voir. Et même ici au niveau de la sous-région. Parce que la CEDEAO était ici l'année dernière pour les élections législatives. La CEDEAO a prescrit le dialogue au gouvernement béninois. Le gouvernement béninois est allé au dialogue. La CEDEAO a pris acte de ce dialogue. Donc, quand vous avez des citoyens béninois, des hauts responsables qui disent qu'eux ne reconnaissent pas les institutions, vous dites non. Quand la CEDEAO, qui ne se substitue pas aux États, mais qui lie un certain nombre de données et tient compte d'un certain nombre d'indices, d'outils, d'instruments dont elle s'est dotée, et qui sont communiqués, on ne peut pas s'amuser avec. Parce que les cadres, les experts qui travaillent, eux ne travaillent pas parce qu'ils sont contents ou ils sont mécontents contre le pays. Ils regardent les instruments, les protocoles, quand on trouve les différents instruments, les actes, et ils proposent. Et ce qui doit valider au niveau de la commission de la communauté est valide. Donc, c'est un travail d'experts qui se fait. Et donc, cette réunion de Cotonou, je pense que c'est venu à point nommé pour encore les introduire
ceux qui veulent les Saint-Thomas. S'ils n'ont pas encore compris, j'espère que les mois à venir leur montreront encore que le Bénin est sur la bonne marche. Très bien. Agapit Napoléon Maforga, avant de vous laisser partir, voilà, c'est difficile avec le système américain de savoir qui peut gagner, qui gagnera, parce qu'avec les grands électeurs, après le suffrage direct et un certain nombre de choses, mais c'est tout de même serré, hein, Joe Biden, Donald Trump, est-ce que Donald Trump pourra encore avoir la caution des Américains? On se pose quand même cette question. Question que vous m'avez posée hier, je vous dirai la même chose. Les Américains seront qui choisir. De toute façon, ils le font déjà depuis quelques heures. Tout à fait. De toute façon, Joe Biden, comme Trump, sont deux hautes personnalités américaines. Et Joe Biden a passé du temps à côté de Barack Obama. Il a acquis maintenant de la maturité. Il connaît le monde international. Il est totalement à l'antipode de Donald Trump en termes de politique internationale, de politique étrangère et même de politique intérieure. Et donc, il y a deux offres aux Américains. Les Américains choisiront. Et c'est ce que moi je veux pour mon pays. C'est ce que je veux pour l'Afrique. Vous parlez des Ivoiriens. Il n'y avait pas d'offre en face. Il y avait des crocs en jambes. Il y avait de la haine, de la méchanceté, de la nervosité en face. Et au Bénin, à 6 mois d'élection présidentielle, il n'y a aucune offre en face. Il faut les Américains. Pour le moment, mais il faut qu'il y ait. Ce n'est pas la veille qu'on présente des documents que personne ne lit en présentant la projet de société. Il faut des offres. Il faut que les gens sortent du bavardage et disent moi je veux candidat, voilà ce que je propose. Donc, au moins déjà ouvrir certains débats. Les Américains ont fait le débat. L'Américain sait ce qu'il a en face, ce dont il est en face. Et c'est ce qu'il a en face de lui, que ce soit en choisissant Obama, en choisissant Joe Biden, ou en confirmant Trump, l'Américain sait ce qu'il aura choisi. Et donc, nous verrons bien. Évidemment, il y a ce système de grands électeurs, dont les Américains sont déjà habitués, dont les démocrates sont déjà habitués, pas de souci. Le problème, c'est un peu le mode de scrutin, par anticipation, tout à fait. Qui a créé un peu... Parce que plus de 45 millions ont déjà voté. Alors Donald Trump n'est pas d'accord, il a dit clairement qu'il... Donc moi, ce qui est inquiétant un peu, c'est de voir... Enfin, ce qui retient mon attention, ce n'est pas qui gagnera. Moi, je n'ai pas de souci. Il y a deux autres personnalités, donc l'un gagnera de toute façon, et l'Amérique aura son président, et il sera toujours un homme puissant dans le monde, il n'y a pas de souci. Donc tout le monde est à les regards vers Washington. Le problème, c'est quelle durée la crise pourrait avoir. Pour moi, il serait intéressant que les Américains ferment vite la page, qu'on n'ait pas encore à vivre un peu l'expérience de 2000 où ça a duré 5 semaines, on a dû aller à la Cour suprême et autres. Non. Mais c'est pour vous montrer que rien n'est facile, que même dans la plus grande puissance au monde, la première démocratie au monde, les élections ne sont pas toujours des moments de fête, il y a toujours des crispations. Moi, je pense qu'on va faire la nuit. On fera la nuit, c'est tous les 4 ans, un processus. Donc, demain, à pareille heure, on serait presque fixé sur la situation. En tout cas, on aurait de très forts indices, des données assez exploitables, pour ne pas dire suffisamment exploitables, pour analyser la situation. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforga. Vous êtes notre consultant politique, vous êtes par ailleurs expert électoral, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On a pris quand même un peu de temps aussi sur le Grand Soir. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, hein, voilà. En tout cas, vous suivrez après nous, Palabre citoyenne, votre feuilleton, certainement. Vous n'oubliez pas votre rendez-vous avec Stanislas Benkou. Raconte ta journée.